Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Psycho, Suspiria et Patterson. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une essayiste, une journaliste indépendante. C'est quelqu'un qui s'est fait bloquer sur Twitter pour ensuite recevoir des excuses de la part du premier ministre du Québec, François Legault. Déjà ça m'intéresse. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend le temps de réfléchir en profondeur aux enjeux liés au féminisme. C'est Marie-Lise Hamelin. Allô? Salut! Comment tu vas? Et ça va bien. Puis là, tu dis, c'est vrai, là, je pense que je réfléchis au féminisme. Puis comment on dit, un éléphant dans la pièce? Oui? Parce que j'ai choisi 3 films, 3 coups de cœur, Mm-hmm. on va en parler aujourd'hui. Et c'est 3 films réalisés par des hommes. Effectivement. Tu avais pensé à ça, je suis sûre. Hein? Tout à fait. Dont 2 qui traitent quand même de féminité ou... Oui. Bon, c'est délicat, on va en parler. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas l'intention d'éviter tous ces sujets-là. Bien sûr. Et je pense que, sans vouloir me dédouaner, c'est une discipline tellement masculine, hein, le cinéma. Puis encore aujourd'hui, mais bon, comme c'est des films qui datent pour 2 sur 3 des années 60 et 70, on n'y échappe pas. Mm-hmm. Donc, puis je voulais pas... J'y ai pensé, hein, j'ai dit, bon là, je vais choisir juste des films de réalisatrices, mais c'est pas ça l'exercice de ton podcast. Tu veux qu'on parle de nos films préférés pour vrai. Puis moi, en plus, ça tombe bien, j'ai ça mentir. Alors, et mon premier film est effectivement celui d'un misogyne notoire. Là, tout à fait. Reconnu comme tel. C'est assez paradoxal. Ouais, mais on pourra revenir sur ce paradoxe-là et sur des enjeux. Il y a quand même, bon, je ne couperai pas les questions tout de suite, mais dans Psycho, il y a quand même des enjeux qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Oui. Je reviendrai avec les questions tantôt. Pour faire un peu ton pédigré, tu as écrit ou participé à quelques collectifs. Maternité, la face cachée du sexisme, plaidoyer pour l'égalité parentale en 2017. Le dictionnaire du sexisme dans la langue en 2017 toujours. Libérer la colère et démantèlement tranquille, le Québec à la croisée des chemins, tous les deux en 2018. On a pu te voir Nous sommes la ville sur ma TV, Vue sur la relève toujours sur ma TV, est écrit pour le magazine Cult Montreal. Yes! Est-ce que j'oublie des choses? Oui, non. C'est sûr que là, avec la pandémie, ça nous a beaucoup remis en question tout le monde. Je me considère encore journaliste, mais plus dilettante, et j'écris plus. Donc là, je suis sur un roman jeunesse, j'ai un recueil qui sort de poésie. Ça a rapport avec un des films dont on a discuté aujourd'hui. Cet automne chez Hamac. Il y a toutes sortes de belles affaires qui s'en viennent. Donc, c'est connexe, disons. C'est l'écriture, c'est le point commun. Ouais. Parfait. Avant qu'on entre dans ta liste, avant qu'on enregistre, on a parlé d'un jeu vidéo auquel tu jouais quand tu étais petite, qui est Mortal Kombat, mais je veux savoir avec quel film tu as grandi, avec qu'est-ce qui a été formateur dans ta jeunesse à l'adolescence? Oui, c'est super varié parce que j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi, qui était vraiment l'opposé de moi. Là. À l'époque, c'était plus tranché, les styles là, de 80-90. Puis il était très sportif, puis tous les films d'Arnold, puis Commando. Puis moi, je voulais quand même que mon frère m'aime, puis je m'intéressais à ces films-là. Mais j'avais aussi des parents super cinéphiles. Tu sais, genre, mon père, quand j'avais 11 ans, il m'a fait regarder The Shining. Parce qu'il savait que j'aimais les films d'horreur. On allait au club vidéo, puis là, Mettons, j'avais 6, 7, 8 ans, il me perdait de vue pendant quelques minutes. C'est sûr qu'il me retrouvait dans la section horreur, puis j'avais flippé les pochettes de VHS à cette époque-là. C'était en arrière qu'on voyait les images croustillantes. Puis là, moi, je faisais des cauchemars terribles, mais je revenais tout le temps avec ça. Je me rappelle, il regardait Poltergeist, je faisais semblant de dormir, puis là, j'ouvrais la porte, puis tu sais, c'est un petit appart, ça donnait sur le salon. Donc, il y avait ça, puis mes parents étaient quand même super ouverts. Fait que si j'insistais, ils me laissaient
faire. Tu sais, comme en début de 6e année, j'ai loué le VHS au club vidéo de The Exorcist, puis eux autres étaient comme, bon, ben, si tu penses que tu es prête pour regarder, tu es prête. Fait que j'ai super traumatisée. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec le premier film dont on va parler, mais Uh-huh. tu sais, c'était vraiment éclectique, mais beaucoup orienté vers l'horreur. Halloween, bon, moi, quand j'étais je pense que j'ai à peu près une décennie de plus que toi. Quand j'étais au secondaire, c'était Scream, là. Oui. C'est toute cette série-là qui a commencé. Puis, fait que ça allait dans tous les sens, mais je me rends compte que c'est pas pour rien que je sors avec un critique de film, parce que toute ma vie, j'ai regardé je sais pas combien de films par semaine, puis la pandémie n'a pas aidé avec ça, là. Ouais. On va rester dans l'horreur, dans le thriller quand même, avec Oui! Psychose de 1960 d'Alfred Hitchcock, qui met en Ouais. vedette Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles et John Gavin. Bon, est-ce qu'on doit encore résumer l'histoire de Ouais, c'est Psycho ça, par où on prend ça, là? par où on prend ça? Pour les quelques personnes qui ont vécu sous une roche, qui n'ont jamais vu Psycho, qui n'ont jamais entendu parler de Psycho, Ouais, ça se peut, pourquoi pas? ça se peut qu'il y ait encore quelques humains pour qui la scène de la douche soit inconnue. C'est quoi Chut, Psycho? spoiler! C'est une joke. Mais je pense que c'est assez universellement reconnu que c'est le chef-d'œuvre ultime d'Alfred Hitchcock. Moi, je soulignais que c'est un film en noir et blanc parce que ça compte beaucoup en lien avec l'autre film qui va suivre, c'est vraiment en opposition. Oui. Puis ça compte sur le plan formel, mais métaphorique aussi, et check bien mes jeux de mots de marde, parce que je trouve que justement, avec Psycho, puis on l'a un peu abordé en ouverture, c'est pas tout noir, tout blanc, et disons que c'est pas à trancher au couteau. Parce que je ne sais pas encore à ce jour, puis je l'ai vu là, tellement souvent, je ne sais pas si c'est quoi vraiment le message du film, puis c'est acceptable, condamnable. Je trouve que c'est pas simple, puis à plusieurs niveaux. Mais pour le décrire rapidement, c'est un suspense policier qui vire en thriller psychologique. C'est aussi un film d'horreur, en tout cas de la vie de plusieurs, et dont le mien. C'est un proto-slasher. Ça me fait triper, parce que j'ai un amour irrésolu des slashers, qui est des années 80. Mais contrairement à l'idée reçue que moi j'ai eu longtemps, c'est pas le premier film à succès qui met en scène un tueur en série, parce qu'il y a eu déjà Barbe Bleue de Georges Méliès en 1901, le cabinet du docteur Caligari en 1920, entre autres, et Hitchcock lui-même, dans sa carrière à l'époque en Angleterre, en 1927, il a réalisé Les Cheveux d'or, que je n'ai pas vu. Et ça, apparemment, ça se passe à Londres, est un tueur qui s'appelle l'Avenger, qui est un tueur en série qui assassine des jeunes femmes blondes. Là, on voit déjà l'obsession de Hitchcock, dans le style de Jack l'Éventreur. Donc, tu sais, c'est quand même... c'est pas le premier tueur en série, Norman Bates. Je trouve ça intéressant de le dire. Mais, par contre, il y a plein d'autres innovations dans ce film-là. Moi, j'ai envie de parler du générique, là, qui est capoté, qui est extraordinaire, le graphisme qui est hyper dynamique, avec la musique de Bernard Herrmann, qui est hallucinante. Là. Et lui, je ne sais pas si... sûrement qu'il y a des cinéphiles plus aguerris qui nous écoutent, mais moi, j'avais entendu ce nom-là, mais quand je suis allée sur sa page Wikipédia, là, avant de venir ici, j'étais comme, oh, OK, il a travaillé sur Citizen Kane, il a fait des films de Truffaut, dont Fahrenheit 451. Il a travaillé avec Brian De Palma, il a fait Taxi Driver de Scorsese. Des petits films... ce qui est impressionnant, ce qui est fou, c'est que son tout premier, sa toute première trame sonore de film, c'était pour Citizen Kane. Puis sa dernière, c'est Taxi Driver, qui sont deux mondes complètement différents, mais qui sont deux chefs-d'œuvre. Puis entre ça, c'est énormément de chefs-d'œuvre. Donc, à peu près tous les films d'Hitchcock, à peu près. Oui. En tout cas, c'est vraiment moderne. Là. Je capote sur ce générique-là. Je pourrais le regarder en boucle comme un vidéoclip, puis je serais super contente. Là. Avec les lettres qui se cassent, qui se mettent les unes par-dessus les autres. Voilà, c'est capoté. J'aime aussi que le film nous met sur une fausse piste, dis-je, parce que je l'ai vu petite, puis je me rappelle encore le feeling que j'avais au début où je me disais « Oh, wow! » Je pensais vraiment que c'était l'histoire de Marion. On pense que c'est une histoire de loyauté, de tentation, de transgression. C'est comme s'il y avait plusieurs films dans le film. Puis je me disais, peut-être le fil conducteur, ça serait qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, puis on ne sait pas de quoi ils sont capables. Puis c'est cette idée-là qui est terrifiante.
C'est vraiment ce qui en fait un film terrifiant, en fait, à mon avis, là. Parce que autant Marion trahit son boss à qui elle a promis Ouais, d'aller déposer 400 000 $ à la banque, ouais. autant Norman Bates l'a trahi, autant... C'est Il a ça, l'air adorable, on peut pas, on Ben oui. soupçonnerait jamais qu'il est dangereux. Non, ça, Puis, mais c'est un être pervers, c'est un ah ouais, être... je trouve ça intéressant parce que j'ai enregistré un épisode avec Stéphanie Vandelac du podcast Couple couple ouvert, ouvert, ouais. puis on parlait du film que Hitchcock a fait précédemment, deux films avant qui est Vertigo, Oui. qu'on suit un autre pervers, qu'on suit un autre homme qui est obsédé par une femme, puis on retrouve ce genre de pattern-là dans Psycho, mais Mhm. avec des pulsions meurtrières. Là. Ouais, 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 tout à fait. Puis j'aime bien Vertigo. Mais en fait, c'est ça l'exercice du pod. C'est dur de choisir trois films, mais c'est ce qui en fait l'intérêt, là. Mais il y a trois affaires qui me terrifient particulièrement avec Psycho, qui me font le choisir, c'est les gros plans. Hum. J'y pense, là, puis je suis pas bien. Ouais. Comme le gros plan sur le policier. Le policier est terrifiant. Je sais pas si j'ai plus peur de lui ou de Norman Bates. C'est fou. Puis bon, le fameux gros plan sur Marion dans la douche, qui est comme super connu, Ouais. le cri. Mais le plus épeurant pour moi, c'est la dernière scène. C'est le gros plan sur Bates au commissariat, là. Ouais. Quand on entend le monologue interne puis la voix de sa mère, l'expression qu'il y a, Ouais. c'est le mal. J'essaie de le faire, je peux pas le faire. Ah, un peu quand même, je me penche, là, mais c'est le mal absolu. Puis j'ai pas trouvé une image plus terrifiante quasiment, je vais pas dire une grossièreté, là, mais dans le cinéma où je t'en parle, puis là, je transpire. Là. Vraiment, ça me terrifie encore aujourd'hui, cette image-là. Donc, je trouve que c'est un film qui est marquant. Mm-hmm. Il en a inspiré tellement, tellement d'autres, plus ou moins subtilement. Là. On pourrait parler de toute l'œuvre de Palma, Dress to Kill, qui est un hommage direct, qui est un film que j'adore, même si les aspects ont mal vieilli. Puis Oui, c'est assez transphobe avec du recul comme film, oui. Ben, as-tu remarqué qu'il y a beaucoup de transphobie dans le cinéma d'horreur en général? Oui. Qu'on pense à Sleepaway Camp ou le plot twist du Trans Killer, là, je trouve qu'on a beaucoup tablé sur la peur et l'ignorance. Je suis pas prêt à dire, par exemple, dans Psycho, que c'est une personne trans. C'est une personne qui a une personnalité multiple. C'est quelqu'un qui a une... je ne sais plus mais du terme. Mais il s'habille quand même en femme pour tuer. Fait que ça pose la question. Je ne sais pas, moi non plus, je n'ai pas la réponse, mais... en tout cas, il y a une forme de misogynie, peut-être, parce qu'il est soumis à sa mère. Il est une victime. Alors, le psychiatre, à la fin, il est une victime de sa mère. La femme qui désire qui suscite le désir, il la tue. Il y a quelque chose de malsain, là. Je ne sais pas. Mais je trouve ça, d'y réfléchir maintenant, parce que bon, c'est un film que j'ai vu, moi aussi, souvent. Oui, puis c'est un vieux film. C'est ça, c'est un vieux film, mais à chaque fois que je le vois, je trouve... je le vois toujours à une époque un peu différente, là, où les mœurs changent, puis je l'ai pas revu pour le podcast, que je l'ai vu assez souvent, mais me le repasser en tête, j'ai fait, mais c'est un film... Là, on parle beaucoup de féminicide ces temps-ci. C'est un des gros sujets d'actualité pour 2021. Et on est en plein là-dedans, parce que Norman Bates ne fait pas juste tuer le personnage de Janet Leigh dans la douche. Il a tué sa mère. Il a tué le conjoint de sa mère par jalousie, mais c'est quand même un homme qui tue des femmes et c'est probablement pas la première femme qui a tué non plus Janet Leigh dans ce film-là. Oui, parce qu'il y a des questions. Il y a eu des disparitions. Oui. On laisse supposer qu'il y en a tué d'autres. Ou le tueur en série. Oui, mais je trouve ça fascinant que c'est pas dit comme ça, c'est pas amené comme ça, mais on peut faire cette lecture-là. Puis, justement, avec la façon que comme tu dis, que le policier puis le thérapeute à la fin, il est victime de sa mère, c'est elle qui l'a tenté, pauvre gars, mais on est encore dans ces discours-là aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Un terrifiant. Drame conjugal, un crime passionnel. Non, ça reste super actuel. Puis même, moi, je regardais le film, puis je trouvais que ça m'a... C'est sûr qu'il y a des affaires que c'est de son époque, mais il y a des affaires tellement modernes. Là. Tu sais, Marion,
c'est une femme libérée, je le disais, transgressive. Elle a un amant marié. Elle a commis un crime financier. Puis je trouve que c'est un personnage... On sort à l'époque du film noir où tu as la femme qui est l'archétype de la femme mystérieuse, impénétrable. Puis Marion, là, tu sais, elle a des angoisses, elle a des peurs, elle est vulnérable, mais en même temps, elle est audacieuse. Je trouve que Marion a fit en 2021. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant parce que, écoute, on parle d'un film d'il y a... 1960, donc 61 ans cette année. 61 ans, c'est fou, là. Oui. Puis c'est ça. Sur une note plus personnelle, peut-être, j'ai eu très, très peur. Là, je vais te dire, c'est ça, j'ai 40 ans, puis je pense pas que ça fait 10 ans que j'ai plus peur dans ma douche. J'ai vraiment eu peur longtemps. Oh, mais c'est ça, tout a été dit là, sur cette scène-là, on le disait au début. Mais c'est vrai qu'en dépit du tragique de l'affaire, moi, je suis pas blasée. Je suis toujours super triste pour Marion. Je sais pas, ça vient me chercher. Ben, probablement parce que ce que tu as nommé, là, c'est terrible à regarder. Puis en même temps, c'est paradoxal parce que c'est une des, pas des plus belles, mais en tout cas des scènes les plus réussies de l'histoire du cinéma. Ouais. C'est une exécution parfaite, au service de l'émotion aussi, oui. là, parce que moi, une exécution parfaite, si ça vient pas, on ressent toute l'horreur, on est stupéfait aussi. Oui, puis on voit la violence de ce geste-là, c'est pas caché. Il n'y a pas un plan direct où on voit le couteau pénètre rentrer, jamais la chair, c'est fou! C'est ça, mais on sent quand même la charge violente de ce geste-là. Oui. Ça, c'est le génie, c'est l'assemblage, c'est la coupe nerveuse, c'est la trame sonore, c'est le gros plan sur son visage quand elle crie. Moi, je trouve que ça vient encore, malgré tout. Là, je l'ai revu, moi, avant hier, je pense. Je l'ai vu cette semaine. Ça vient me chercher dans les tripes, cette scène-là. Puis je me mets à la place de l'audience à l'époque, là. Tu te dis, OK, ça s'en va où ce film-là? C'est le personnage principal meurt au début. Je sais pas, mais il me semble que c'était super audacieux de faire ça. Ouais, encore aujourd'hui, on le voit pas ça souvent, là, il me semble. Je sais pas. Oui, puis le cinéma d'horreur, le cinéma en général, mais particulièrement le cinéma d'horreur, aime tuer les femmes. Bon, il y en a beaucoup qui montrent cette violence-là, mais comme Psycho, il n'y en a pas un, je trouve, où tu ressens autant cette violence-là, puis la souffrance. Exactement. Puis la crainte qu'elle a de se faire tuer. Tu sais, t'es dans la douche, t'es d'une vulnérabilité. Il apprend au pire moment. C'est en 1960, il ne pouvait pas trop le montrer, mais il l'espionne par un trou dans le mur, puis c'est suggéré qu'il se fait plaisir en la regardant avant d'aller la tuer. Cette tête-là est complètement dérangée, puis qu'à la fin, on dit c'est pas lui, c'est lui qui a été manipulé. Mais... Ouais, ça, c'est vraiment choquant. Mais en même temps, après tout le film qu'on vient de voir, je me demande si les spectateurs se disent vraiment, pauvre gars, après tout ce qu'on vient de voir qu'il était capable de faire. Mais je pense pas que c'est intentionnel de Hitchcock non plus. Mais non, avec je la pense qu'il lecture qu'on voulait peut en vraiment faire faire aujourd'hui... le point de la folie. Là, c'était vraiment ça, le plot twist. Là, c'était ça qu'il voulait appuyer. Oui. Non, c'est sûr. Oui. Autre que la scène de la douche, as-tu une scène préférée de Psycho? Ben, écoute, c'est ça, c'est vraiment... Il y en a beaucoup, mais je pense que je te dirais que c'est vraiment la fin dans le commissariat. Après le discours du psychiatre. Puis là, il dit « Je ne ferai pas de mal à une mouche. » J'espère qu'ils m'observent, mais ils vont voir que je ne ferai pas de mal à une mouche. Puis là, il lève le regard. Puis j'ai toujours des frissons, je t'en parle là. Puis je suis terrifiée. Oui, parce qu'il veut prouver qu'il n'est pas fou. Il veut prouver qu'il est sain d'esprit. Mais elle veut prouver qu'elle est saine d'esprit. Oui, parce qu'à ce moment-là, la transformation est complète. Norman Bates n'est plus Norman Bates, c'est sa mère. Quel personnage incroyable quand même. C'est magnifique, c'est ça, la contradiction entre ce qui est dit et ce qu'on voit. C'est ça qui fait toute la force de cette scène-là. C'est capoté. Puis, je sais pas comment il faisait ça parce que moi, j'ai appris récemment qu'il, non seulement il écrivait pas ses scénarios, ça je le savais, mais qu'il n'allait même pas en salle de montage, Hitchcock. C'est fou, hein? C'est fou. Et pourtant, je sais pas, sa scène de la douche,
probablement un des chefs-d'œuvre de montage de toute Oui, l'histoire du cinéma, là. oui, Il oui. va Ben, être bien entouré. ouais. C'est que dans sa tête, il devait tellement bien concevoir son montage qu'il a tout Oui! filmé ses plans en conséquence de. Ils Il n'ont pas le donnait-tu, c'est choix. comme des instructions, une pile. Je sais Sûrement, pas, l'histoire sûrement. ne le dit pas. Puis ce que je trouve très drôle aussi, c'est que dans les entrevues entre Hitchcock et Truffaut, à un moment donné, Truffaut dit à Hitchcock, j'ai lu le roman de Psychose et j'ai trouvé très mauvais, le roman. Est-ce que c'est aussi votre Euh, avis? Puis Hitchcock dit, ouais, c'est un mauvais livre. C'est un mauvais livre. Il dit, la seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est la scène de la douche. Parce qu'en le lisant, j'ai vu cette scène-là dans ma tête, puis je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Mais le ouais. livre, il trouvait ça plat, puis il a racheté toutes les copies qui existaient de Psycho pour s'assurer que les gens ne le lisent pas avant d'aller voir le film. Ben non! Ouais, Ah, c'est fou, ça. ouais, mais c'est un maniaque, mais tu l'as dit un peu en ouverture, puis j'aimerais ça qu'on retourne là. Alfred Hitchcock, misogyne notoire. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il était misogyne pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent? Ben, tu sais, je suis pas retournée lire là-dessus parce que je pense que je n'aurais pas été capable de parler du film. Puis, qu'est-ce que j'ai ça, le discours dissocier l'œuvre du créateur. Là. Ouais. Je veux pas faire ça, mais en même temps, regarde, ça a l'air que je le fais ou je fais des accommodements raisonnables avec moi-même. Donc, ce que j'en sais de mémoire, c'est qu'il était totalement harcelant avec ses actrices. C'est ce que j'en sais. Je sais pas, toi, tu dois être peut-être plus au Ben, fait. c'est un peu le même genre d'histoire, oui, puis par exemple, sur Birds, ouais, The Birds, je me souviens plus c'était qui l'actrice dans ce film-là, son nom m'échappe, mais pour voir la frayeur dans ses yeux, il a pris des vrais oiseaux morts qu'il lançait dessus. C'est ça. Il y a une forme d'abus psychologique. Ouais, On a entendu ça aussi pour Kubrick avec Shirley Duval pour The Shining. Je pense que c'est comme une pratique courante, finalement, c'était de comme l'époque, maltraiter. ouais, l'époque des réalisateurs un peu totalitaires qui veulent absolument avoir une réaction, mais tu dis, ouais, mais c'est des comédiennes, puis tu fais pas ça à tes comédiens. C'est ça, là. Euh, Donc, c'est malaise, tu sais, c'est malaisant. c'est Mais, ça, dirige-les, c'est des actrices. T'es capable de les mm, diriger, t'es censé être là pour ça. Et mm. essaye pas de les amener dans. Tu sais, plonge-les pas dans la folie. Amène-les à jouer la folie. Ben, tu sais, il me semble, là. C'est vraiment Oui, une vieille école toxique. Puis, hey, tant qu'à être dans le négatif, oui, je voulais dire que je sais pas si tu as vu, toi, moi, je me rappelle, je l'ai vu au cinéma, le remake en 98. ouais, ouais, que je déteste pas. OK, c'est intéressant, ça, je voulais savoir parce que moi, j'avais trouvé ça sans intérêt à Mhm. l'époque. Puis là, en y repensant, c'est vrai que c'est une relecture plus féministe. Les personnages sont plus Ouais, déterminés. ouais, même si c'est un Euh, remake plan pour plan, mais oui, les femmes sont plus la assumées. psychologie, oui, c'est ça. Puis j'ai trouvé que c'est vrai que Bates, il est moins victimisé. Mhm. Il est moins excusé, il est moins. Mais je pense que moi, je suis réfractaire au remake en général. Là. Ouais, Puis, tu sais, même les séries, là, tu sais, les déclinaisons comme Bates Motel, je suis comme. Non, tu non, sais, non, non, je suis arriver pas avec d'accord quelque avec chose de Bates Motel. nouveau. Ouais, c'est ça. Non, puis Ouais. pour moi, c'est faire une série sur quelque chose qui a pris 5 minutes à résumer dans un film. Il est où l'intérêt? Bon, c'est peut-être fermé d'esprit, là, mais Ben, je pense pas, parce que, tu sais, c'est ça c'est un principe culinaire. Là. Quand tu étires la sauce, c'est sûr qu'à un moment ouais. donné, ça va plus rien goûter. Là. Mhm. Ça va être dilué. Ouais, tout à Mais fait. fait que mais je suis quand même un peu réfractaire. Tu sais, la série, moi j'aime beaucoup Evil Dead, la série Ash, Mm. comment est-ce que ça Ouais, s'appelle? Ash versus the Evil Dead. Capable d'embarquer. Puis même mon prochain film, on en parlera, mais il y a eu un remake. Puis Mhm. ouais, je suis peut-être. J'aime pas ça. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée. Ben, allons-y justement sur ton prochain film qui est Suspiria, un film Oui! de 1977 de Dario Argento Yes! qui met en vedette Jessica Harper, Ouais. Stefania Cassini, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Barbara Magnolfi. Qu'est-ce que c'est que ce Suspiria? Encore là, un film assez simple à résumer.
Dario Argento, déjà, là, c'est un des maîtres du cinéma d'horreur italien qui était au sommet de son art dans les années 70. Moi, j'aime beaucoup aussi son film Phénoména, qui est sorti en 85, qui est avec Jennifer Connelly. Je pense que c'est un de ses premiers films. Elle était jeune, c'était même avant Labyrinthe. Mais je préfère Suspiria parce qu'il y a tellement d'affaires que j'aime dans ce film-là. D'abord des sorcières. Ça parle de l'invisible, de l'intangible, la perception d'autres dimensions du réel, le surnaturel. Ça, c'est des thèmes que j'aime encore beaucoup, que j'ai toujours aimé. C'est un film de danse. J'adore la danse. Et il y a des décors capotés. C'est baroque, c'est même rococo. Tu sais, c'est chargé, c'est encombré, c'est bigarré, c'est criard. Puis, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on va te parler de Psycho qui est en noir et blanc. Suspiria, c'est le premier mot qui viendrait, c'est rouge. Ouais. C'est des couleurs vives, c'est hyper saturé. Puis là, je suis en train de tout te parler de l'emballage parce que justement, je trouve que c'est pas... J'aime pas ce film-là nécessairement pour le scénario ou les dialogues. C'est vraiment, j'aime ce que je vois. Puis j'aime ce que j'entends aussi. La musique de Goblin, je l'écoute souvent. Moi, je prends une marche, là, puis j'écoute ça. J'aime vraiment ça. Mais bon, de quoi ça parle? Ben, ça se passe dans une école de danse dirigée par on l'apprend, des sorcières. On peut spoiler, là, 1977. On peut, oui. Et il se passe des affaires louches, puis c'est pas mal ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Dario Argento, il a réalisé beaucoup, il aimait Mario Bava, qui est comme un précurseur du giallo, puis il en a fait aussi Dario Argento. D'ailleurs, il y a des scènes dans le film, là, dans Suspiria, où on voit la main qui tranche la gorge avec une lame de rasoir. Il y a des éléments, mais ce qui est nouveau, c'est les aspects comme surnaturels. Puis ça fait vraiment, je trouve, un mélange qui est capoté, très, très onirique, cauchemardesque là, même. Là. Puis c'est ça, je trouve que l'histoire est comme secondaire par rapport au style. C'est vraiment ce que je trouve qu'on retient. C'est l'image, c'est l'hypersaturation des couleurs. C'est comme une sainte trinité, visuelle incroyable, trame sonore capotée, obsédante, puis beaucoup, beaucoup, comme dans Psycho, d'émotions, de terreur, des émotions en montagne russe, puis des peurs qui... Il met en scène des peurs infantiles, nos terreurs nocturnes, des visions cauchemardesques. C'est vraiment, là... tu l'as-tu vu? Non, pas encore, malheureusement. Ils sont sur ma liste, ça fait des années. Je sais pas, si t'aimes le cinéma d'horreur, là, parce que là, je suis comme, bon, tout en train de te le spoiler, je me sens... non, mais je connaissais quand même l'histoire. Je me suis déjà fait raconter. Parce que vraiment, c'est les visions cauchemardesques, là, c'est ça qui est marquant. À un moment donné, les larves qui tombent du plafond, mais c'est tellement amené, tu sais, elle se brosse les cheveux, puis elle va dire, hey, qu'est-ce que c'est ça, il y a une larve dans sa brosse à cheveux, puis il y a plein de larves, là. C'est comme insoutenable, où à un moment donné, il y a une fille, elle essaie d'échapper justement, spoiler, elle ne va pas réussir, au meurtrier, puis elle tombe dans une espèce de fosse où c'est toutes des barbelés. Elle se noie dans les barbelés, elle essaie de sortir des barbelés, puis elle n'est pas capable, elle est coincée, puis c'est comme vivre un cauchemar en réel. Moi, je trouve ça vraiment... Oui, mais même Dario Argento, c'était ça son intention, c'était de transposer à l'écran ses cauchemars. Exact. C'est totalement irrationnel. C'est vraiment... Oui, tu as raison, c'est une traduction du rêve, du monde du rêve, des cauchemars en visuel, puis c'est réussi. C'est vraiment réussi. Tout ce qui est aussi là, le subconscient, dans le fond. Ouais. C'est ça le rêve. Ça nous parle. Moi, je pense qu'on reçoit ce film-là dans un premier temps en le regardant, mais après, on est vraiment habité. Puis c'est toutes les étapes psychotiques, on va le dire, qui fait un lien avec justement Psychose en français, le film d'avant. C'est la folie, là, est jamais bien loin. Puis en ce moment, on vit des périodes de crise, puis c'est difficile. Puis je sais pas si c'est une bonne idée de suggérer de regarder celui-là en ce moment. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de cathartique. Ouais. J'ai pensé à ça parce que moi, ça m'a fait du bien. Encore là, on le disait en ouverture, c'est un film de gars par un homme,
un film de son époque. Donc, il y a un certain regard sur les femmes Mhm. qui sont des sorcières, qui sont des femmes maléfiques, puissantes, dangereuses. Donc là, je ne veux pas trop extrapoler, mais je me dis que ça nous dit peut-être quelque chose sur le cinéaste, là, tu sais, toute cette Oui, oui, oui. peur ancestrale-là des femmes. Puis en parallèle, c'est Jessica Harper, hein, c'est ça? Parce Ouais. que je me souviens d'Harper, qui a une bouille. Elle a l'air très, très jeune. Elle a l'air vraiment de la figure euh, pure, Mhm. très virginale. Tu sais, c'est Ouais. notre personnage principal. Donc, en opposition avec les méchantes femmes qui ont du pouvoir, qui dirigent l'école, puis qui, comme de fait, c'est des sorcières, puis sont maléfiques, puis sont des tueuses. Là. Je trouvais ça très... ben, c'est un film qui est très catholique, là, Mhm. dans un sens, marqué par l'imaginaire, très italien, Bah oui, ben oui. grandiloquent. Tu sais, c'est comme over the top, c'est too much, mais en même temps, why not? Tu sais, Ben c'est ça oui. qui fait la force du film, c'est que c'est extrême, puis c'est pas gêné de l'être. Mhm. Tu as parlé que les histoires de sorcières te plaisent, que c'est un univers qui te plaît, puis là, on est en plein là-dedans, mais bon, avec un traitement masculin, mais qu'est-ce que t'aimes des thématiques de sorcières? Ben, en fait, j'aime l'idée justement d'être connecté avec c'est cette idée du sixième sens, de l'intuition, Hmm? qu'on a beaucoup accolé au féminin. Là, on dit intuition féminine, mais je pense que c'est pas réservé aux femmes. Là, c'est d'être vraiment connecté au monde, à ce qui se passe, de s'intéresser Mhm. pas seulement à ce qu'on peut voir ou percevoir avec les cinq sens. C'est vraiment un état euh, émotif. Tu sais, des fois, on aime dire, moi, je suis un peu sorcière, mais je l'avais vu venir, j'avais pensé à ça. Mhm. Puis c'est drôle parce que c'est moins exploré dans le Suspiria de 1977, cet aspect-là. Là. On est vraiment plus comme à fond dans le visuel, peut-être moins dans le Ouais. propos. Alors que, là, je vais encore te montrer toutes mes contradictions. La version de 2018 de Luca Guadagnino, je sais Oui. pas, qui avait fait l'acclamé Call Me By Your Name, qui est Mhm. aussi un cinéaste italien, lui, il est allé vers une version plus poétique, plus Mhm. philosophique, où justement explorer ce pouvoir-là féminin sans le condamner. Ces sorcières ne sont pas juste méchantes. Puis moi, je n'ai pas aimé le film, j'ai pas aimé ça. Puis je sais que je suis réfractaire des fois. Puis parce que le Suspiria de 2017, c'est ça, c'est rouge, c'est jaune, c'est saturé, le rouge, le rose, c'est dans ta face, il y a une direction photo qui est capotée, puis lui, il a comme voulu prendre le film à contrario aussi au niveau visuel. Mhm. Fait que tout est beige, des Ouais. coloris comme sable, puis c'est vraiment un exercice de style, là, de retourner un film comme ça visuellement, puis aussi Ouais. dans le propos comme une crêpe. Puis je comprends ce qu'il a voulu faire. Mais, tu sais, moi, je ne vais pas dire que c'est un bon film parce que c'est politiquement adéquat, parce que Oui, c'est oui, oui. plate. Puis là, j'étais au cinéma, puis là, moi, quand je commence à grouiller sur ma chaise, puis c'est vraiment pas bon signe, là. Mhm. Puis je me disais, bon, là, t'as pas aimé ça parce que c'était vraiment différent de ce que tu t'attendais. Puis pourtant, tu sais, la trame sonore de Tom York, je l'ai tellement Ah aimée. ouais. Puis j'avais des attentes, on va se le dire. Mais je l'ai revisionné dernièrement pour voir, là, tu sais, en sachant que... Puis il n'y a rien à faire. Je trouve ça plate. Donc, je suis toujours en contradiction avec mes valeurs féministes parce que, tu sais, le film plus féministe, il est plus ennuyant. Qu'est-ce Mhm. qu'on fait avec ça? C'est pas... je sais pas, j'ai pas de réponse, là. Ouais, c'est pas simple à dealer avec, effectivement. Non, Effectivement. c'est tannant. Mais pour ça, je le recommanderais pas, le Mhm. remake. Mais la version originale, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment bon. Ouais. Ça, ben, tu sais, dans les deux films dont on a parlé, Psycho puis Suspiria, je veux un peu t'amener sur les sujets que tu as approfondis, que tu as étudiés, mais des femmes qui décident, qui prennent des décisions et qui vont à l'encontre de ce qu'on leur dit de faire, ça te dérange. Oui. Euh, Puis tu l'as quand même, ben,
Tu sais, j'ai regardé quelques entrevues que tu as fait autour de ton livre Maternité, Mm. La face cachée du sexisme. Pourquoi ça te dérange autant? Ouh, ça, c'est tout un sujet. Ben, tu sais, l'idée de base du livre, puis ça va répondre à ta question, c'est que le, les femmes, on les place facilement dans des cases. C'est là où Mhm. on les attend, c'est d'être des mères déjà. Là. Une femme qui n'est pas Ouais. mère, ça ne correspond pas à... C'est déstabilisant, comme tu dis, ça dérange. Et puis, grosso modo, je pense que puis on peut passer aussi avec la sexualité. Je me rappelle quand j'ai fait la tournée des... je me rappelle plus comment je le disais. Quand j'ai fait la tournée des cégeps pour parler de consentement sexuel, Ouais. je disais toujours le terrain de jeu des femmes sexuellement, c'est même pas un terrain, c'est un corridor. Parce que si tu t'éloignes un Wow. peu, ben, la maman, la putain, on est encore là-dedans. Mhm. Le slut shaming. Ouais. Le slut shaming est très, très présent. Là. Une fille est facilement une salope, puis une fille qui ose, justement, ça dérange qu'elle ose affirmer qu'elle aime la sexualité. Mhm. Juste ça, là, on le voit beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui se révoltent, qui se rebellent, sont frigides, ils ont du sable dans le vagin, sont frustrées. Donc, il n'y a Ouais. comme pas... Il n'y a pas... il n'y a pas beaucoup de liberté. Puis même comme, mettons, les femmes avec des enfants, elles ont... c'est tout tracé aussi. Mhm. Parce que dès qu'une femme va dire, ben là, je suis fatiguée, ben là, pourquoi tu as fait des enfants d'abord? Tu sais, c'est vraiment comme toi, tais-toi. En fait, moi, je dirais, c'est pas mal ce qui résume encore aujourd'hui le traitement qu'on fait Ouais. subir aux femmes, là, c'est rentrer dans le rang, puis surtout, c'est ça, ne nous dérange pas. Ouais. Mm. Puis un homme qui décide de prendre son congé de paternité au complet ou Mhm. Ben, plutôt congé de parental, ouais, ouais, son parce congé que paternité, parental. c'est 5 semaines, ouais. Ouais, c'est ça, mais son congé Ouais. parental au complet ou de l'allonger, c'est mal vu. Ben, encore aujourd'hui, Ce tout qui à est fait. ridicule. C'est quelqu'un qui veut être avec son enfant. Non, non, mais attends, c'est ça. Puis mon Dieu, ça vient tellement me chercher, là, je veux dire plein de choses en même temps. Vas-y, Mais vas-y, on est là pour ça. comment on peut dire en même temps, puis il y a des gens qui se disent féministes, puis qui vont dire justement quand c'est le temps de l'appliquer, qui vont, je sais pas, une boîte de graphisme, n'importe quoi. Mhm. Puis le père veut prendre, ou juste partager le congé parental, là, tu sais. Même pas au complet, puis ça s'est vu, là. Ben voyons, il n'y a pas de mère, cet enfant-là. Tu sais, qu'on prend tellement encore pour acquis que c'est à la mère, c'est à la femme d'être le parent par défaut. Puis, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler de ça, mais je sais que, ben, je sais très bien parce que j'ai parlé avec cette femme au téléphone, mais il y a une comédienne qui a écrit une pièce de théâtre qui s'est inspirée un peu de sa vie à elle, OK. puis entre autres aussi de ce que je soulevais dans mon essai. Et là, elle est en train de faire un podcast, là, justement, avec ça. Wow, c'est super intéressant. Ouais, qui va être vraiment comme la pièce de théâtre, qui est un monologue, mais avec aussi des intervenants, puis des tables rondes. Donc, c'est un sujet qui, c'est loin d'être réglé. Ouais. Moi, c'est comme mes deux chevaux de bataille. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Là. Quand on veut s'impliquer, puis on peut pas, on va s'entendre, tu peux pas gagner ta vie comme militante féministe. Là. Fait que faut que que tu limites tes champs d'action. Puis moi, c'est les deux axes d'intervention que j'ai choisis. Puis c'est un Mhm. continuum. C'est vraiment l'égalité parentale, puis aussi le consentement sexuel et la libéralisation de la sexualité. Quand on parle de sexualité égalitaire, c'est aussi de pouvoir dire le désir des femmes Ouais. sans être victime de slut shaming. Puis c'est deux chantiers qui, malheureusement, sont loin, loin d'être réglés. Et tu vois, le roman jeunesse que je suis en train d'écrire, c'est aussi en continuité avec cette tournée-là qu'on avait fait dans les écoles où le sujet central, c'est de parler de sexualité, de normaliser, puis toute la diversité sexuelle, puis le consentement sexuel. Parce que des fois, par la fiction, on peut passer certains messages. Justement, on peut, là, on l'a vu pendant longtemps, India Desjardins, qui est une Oui. amie, sort bientôt un essai sur comment la fiction peut avoir un effet, justement, délétère sur nos imaginaires. Puis, j'ai travaillé un peu avec elle là-dessus. Et dans le fond, avec mon roman, je prends ça dans l'autre sens.
qu'est-ce qu'on peut, comment, c'est un peu comme quand on veut coloniser notre intestin avec des bonnes bactéries quand on Oui. mange du yogourt, comment on peut coloniser l'imaginaire avec d'autres visions que l'amour romantique traditionnel qui enseigne, dans le fond, aux filles qu'elles ont absolument besoin d'être aimées pour être heureuses puis complètes. Parce que ça amène tous les problèmes qui déboulent après, là, des agressions sexuelles, de la violence, des inégalités dans le couple. Dans le fond, c'est pas mal lié tout ça. Oui. Il y a encore là plein de liens qu'on pourrait refaire avec le personnage de Norman Bates, avec tout ce que tu viens Ah, de dire. mon Dieu, mais c'est ça, c'est parce que là, je me dis, bon, là, on fera pas un podcast de 3 heures, fait que j'essaie de me limiter, mais ouais. Oui. Il y aurait Mais je trouve ça beaucoup de liens à très faire. intéressant, ouais. C'est bien fin. J'ai très hâte de lire ce roman jeunesse et ce que India Desjardins va écrire par rapport à Ah, tout ça. il est vraiment bon. Mhm. Puis, ben, moi, je l'ai déjà, fait que je peux le dire, là, il est très bon, le livre. Génial. Ouais. Ton troisième coup de cœur maintenant, Oui! c'est Patterson, film de 2016 de Jim Mhm. Jarmusch qui met en vedette Adam Driver, Golshifteh Farahani et Masatoshi Nagas. Très beau film que j'ai vu à sa sortie. Ça, c'est vraiment venu me toucher, mais c'est Yay! quoi Patterson? Ouais, hein? Là, on est complètement ailleurs. J'arrive avec euh, Patterson. Encore là, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film-là. La poésie, Mhm. de la beauté sous toutes les formes, le visuel, le langage. Il y a beaucoup de sens. Pour moi, là, c'est un film qui est nourrissant. Si je ne file pas, je peux aller le regarder. Il y a de la philosophie, puis il y a un chien. Oui. Ça, c'est vraiment cool. Évidemment, il y a l'acteur Adam Driver. Là. Sa Ouais. beauté ne gâche en rien. Sa beauté atypique. Patterson, c'est un chauffeur de bus qui travaille dans la ville de Patterson, au New Jersey, qui écrit des courts poèmes inspirés de son quotidien et qui fait surgir la poésie de la routine, des Mhm. rituels, des décors de sa ville, les objets qui sont familiers, même une boîte d'allumettes, des humains qui l'entourent. Et ce que j'aime de Patterson, c'est qu'il regarde tout ça avec bienveillance. C'est vraiment un Ouais. film bienveillant. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de propos en sous-texte. Là. Par exemple, il y a des analystes qui vont dire que c'est un film qui parle de l'Amérique post-crise économique de 2008, Mhm. une certaine idée du déclin économique industriel. C'est vrai. Jim Jarmusch, qui a réalisé, qui est un super cinéaste, je trouve qu'il filme la petite ville de Patterson comme si c'était un peu un village de Provence à l'époque de Pagnol. Moi, ça m'a rappelé ça. Vraiment. C'est Tu tout à fait sais, vrai. oui, hein, la petite maison, puis Patterson, il marche pour aller Ouais. travailler et chaque matin, il ne croise pas une seule voiture du trajet. C'est tellement apaisant. Mhm. Euh, C'est toujours le même chemin, puis puis, toujours, puis oui, il passe devant des paysages ben, post-industriels, là, c'est des ça. vieilles usines Mais c'est décrépites, des beau. beaux murs de briques rouges. Oui, puis les chutes, puis Ouais, des petits c'est vraiment, ponts. Ouais. c'est un film paisible, je trouve. Justement, tu disais, il prend toujours le même chemin, il y a des répétitions, puis c'est ça qui crée un effet de poésie, mais de confort. C'est Mhm. rassurant et c'est vraiment, pour moi, la pierre angulaire, c'est beaucoup, à mes yeux, un film qui parle de l'intimité euh, et qui dit, dans le fond, c'est magnifique le quotidien. Quand on est Mhm. heureux, ça peut être magnifique parce que Patterson, il est amoureux d'une femme magnifique d'ailleurs qui est pétillante, qui est sans malice. Et bon, ils partagent leur quotidien dans la petite maison, on a nommé. Et elle, c'est vraiment une artiste. Dans la pratique comme dans le tempérament, là, elle est imprévisible, elle est distrayante, une artiste visuelle. Et cette combinaison-là des deux, parce que le film se déroule, si je ne me trompe pas, sur une semaine. Ouais. Et chaque matin, ça commence par le tableau du matin quand ils sont couchés puis ils se réveillent. On les voit dormir dans le lit, leurs différentes positions. Des fois, c'est cute, des fois, ils sont face à face, en se tenant les mains, des fois, ils sont fesses contre Mhm. fesses ou elle a la tête sur son épaule en lui, ils dorment en cuillère. Puis, c'est le premier matin, elle lui raconte son rêve. Puis, on ne voit pas ça d'habitude au cinéma, l'espèce de merveilleuse intimité. Mhm. Puis, c'est ça qu'on voit tout le long. Ouais. Ils sont proches, ils sont présents l'un à l'autre, toujours attentifs, bienveillants. Il n'y a pas de conflit entre eux. C'est vraiment un amour qui est simple, qui est paisible, qui est tendre, qui repose en fait sur la certitude d'aimer puis d'être aimé en retour. Puis on voit, en tout cas, il nous montre que l'amour, ça n'a pas besoin d'être compliqué, qu'il n'y a rien qui a besoin d'être compliqué, que lui, c'est pas le plus grand poète de la Terre, puis elle, c'est pas la plus grande artiste visuelle ou musicienne, puis ça n'a pas
la moindre importance. Mhm. Ils sont heureux. Puis c'est aussi un film exemple de sexualité. Il n'y a pas de sexualité. C'est Mhm, rare, tout à fait. ça. Il n'y a pas de tension sexuelle, il n'y a pas vraiment de désir, mais il y a beaucoup de tendresse. Puis Ouais. c'est pas quétaine. Tu sais, il y a toute cette manière, Patterson, le matin, quand il se réveille, sa femme elle dort encore, puis là, il lui embrasse le flanc, tu sais, Mhm. puis là, elle est nue, puis on sent vraiment à quel point il l'aime. Ouais. C'est juste de l'amour quasiment inconditionnel, là. Donc, en tout cas, je l'aime tellement, ce film-là, parce que je trouve que Jarmusch, il montre le monde, c'est-à-dire il filme le monde comme moi je le perçois. C'est-à-dire il prête attention aux moindres détails, puis Mhm. il observe, puis il voit la beauté, puis Patterson, il écoute, puis il regarde, puis il épie un peu en silence Oui. les autres, mais toujours avec bienveillance. Il Mhm. sourit, il est amusé de ce qu'il entend, il pardonne quand c'est nono, il est juste, il prend des notes, puis là, il fait des fragments, il grappille, puis il finit par écrire des poèmes parce qu'il prête attention aux autres. Mhm. Puis il est curieux, il s'intéresse aux autres, puis il voit le potentiel, la beauté dans tout, dans le Ouais. moindre détail. Donc, c'est ça. C'est un film qui fait du bien, qui est bienveillant, il n'y a pas de violence. Les personnages sont foncièrement bons. Ouais. C'est sûr que Marvin, le chien, des fois, il fait Il est des un peu mauvais tannant. coups. Oui, mais moi, je le comprends parce qu'il s'ennuie. Tu sais, Ah oui? c'est un peu comme ton chat là, qui vient te voir. Il se sent délaissé. Puis, tu sais, il est face à cette espèce de grand amour-là entre Patterson et sa bien-aimée. Puis, comme, je me place où, moi, là-dedans? Puis, Mhm. c'est un élément comique. C'est un comic Oui, oui. relief aussi, Marvin. Là. Mais l'autre affaire que j'aime vraiment de ce film-là, c'est que c'est une approche hyper réaliste, Ouais. presque. Mais il y a une mini-dimension onirique au film. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Laura, sa blonde, au petit matin, elle raconte à Patterson son rêve. Mhm. Puis dans ce rêve-là, elle accouche de jumeaux. Oui, puis il se met à avoir Puis des jumeaux partout. c'est ça, dans tout le reste du film, partout, il va croiser des couples de jumeaux, mais au point où, tu sais, c'est comme comique, ça aussi. C'est Ouais. vraiment comme une touche d'humour. Puis il y a plein de touches d'humour. Le collègue qui est malheureux, qui est tragicomique, là, tu sais, il n'y a jamais rien de bon qui arrive. Le type qui se fait laisser là, au bar, qui est l'amoureux Ouais. des confits, qui est super drôle. La scène où Patterson, parce que Laura est vraiment pas bonne cuisinière, puis il Mhm. fait une tarte aux choux de Bruxelles, puis Oui, je puis sais elle plus mange quoi. quand même. C'est moi qui trouve ça dégueulasse. En tout cas, je ris beaucoup dans ce film-là, même si c'est quand même rythme lent. Tu sais, c'est Ouais. vraiment l'idée. Puis, excuse-moi, je suis intarissable. Mais l'autre idée très, très forte de ce film-là, c'est de traduire la poésie à l'écran. Mhm. Ça, j'ai rarement vu ça aussi réussi. Puis il arrive, Jarmusch, avec, c'est ça, le rythme lent, mais les surimpressions d'images, la voix off de Patterson qui lit les poèmes. Ouais. Puis on peut les lire à l'écran, puis là, il y a des fondus enchaînés, des longs fondus au noir. Puis c'est toutes ces répétitions-là, puis ces plans-là qui nous renvoient au quotidien de la vie. Moi, je trouve que ça nous place en état de poésie. On est Ouais. comme, on flotte en regardant ce livre-là. Il y a plus ce livre-là, ce film-là, tu vois, poésie, tu sais. Puis, ça nous rend réceptifs. C'est comme la Mhm. forme nous rend réceptifs à cette espèce de poésie naturaliste. Et moi, je dis toujours, bon, ben, les plus grands écrivains et écrivaines ont le talent de magnifier les choses simples. Mhm. Comme mon auteur préféré au Québec, c'est François Blais. C'est un Ouais. romancier que j'aime vraiment beaucoup, qui est drôle. Puis, lui, je dis, il pourrait écrire sa liste d'épicerie, là, puis je serais Tu la pendue lirais. à ses lèvres. Ouais, ouais. Et Patterson, c'est un peu ça, tu sais, sa poésie. Je t'en lis un, là, super bref. Là. Mhm. Il dit j'abats du travail, je prends une bière au bar, je regarde mon verre et je suis content. C'est tout. C'est Ça prend pas plus. Non, non, merveilleux! c'est ça. J'aime beaucoup dans le film les deux jeunes anarchistes dans l'autobus pour Oui! deux raisons. Ouais. Premièrement, c'est les deux jeunes qui sont dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson, qui est mon film préféré de Wes Anderson. Puis ces deux jeunes-là, j'en suis tombé, je suis tombé amoureux du Ah, couple enfantin qu'ils forment. Je les oui, trouve oui, beaux. oui, oui. Donc, de les retrouver dans une autre époque, Oui. dans un autre monde, blablabla, bon, ça reste que c'est ces deux jeunes-là. Ces deux jeunes anarchistes, évidemment, qui sont pas trop conscients de ce que c'est l'anarchie, donc il y a la Non. naïveté. Oui. Et cette jeune femme-là parle d'Emily Dickinson. Tout le monde parle d'artistes.
C'est dans, vrai, c'est dans, vrai. dans le film. On parle de Method Man un moment donné dans le film. Ça par rapport, mais tout le monde, ce que je trouve beau de Patterson, c'est de voir le regard d'un gars qui n'est pas un grand poète, mais qui voit le potentiel artistique de tout le monde ou qui voit la sensibilité artistique de tout Exact. le monde qui l'entoure. Je trouve ça Exactement. formidable. Tu as toi-même animé une émission qui s'appelle Vue sur la relève, Ouais. où tu as rencontré des gens qui étaient des artistes ou qui essayent d'être des artistes, parce que je pense que quand on est dans la relève, on essaye d'être un Oui, 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 artiste oui. Puis même à avant de Nous sommes l'être. la ville, c'était vraiment des artistes émergents aussi, là. Oui, Et que c'est j'ai même ça. reçu des poètes à télévision. J'ai eu Baron, Marc-André Lévesque, Ah oui, Maude je l'adore. Veilleux. Maude Veilleux, t'es 40 aussi. Puis Noémie Pomerleau-Cloutier. Puis je leur ai fait lire de la poésie à Mhm. télé québécoise dans un show, dans un plateau culturel. Mais oui, tu mets le doigt dessus, là. C'est vraiment ce qui me fait triper avec ce livre-là. C'est que voyons, ce film-là, c'est comme une forme d'agrégation de tout ce qu'il aime, le réalisateur. Puis je trouve ça trippant qu'il ait pu le faire. Puis moi, ça m'a fait même m'intéresser. Je m'intéresse beaucoup à la poésie. Comme je te disais, j'ai un recueil qui sort cet automne chez Hamac. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire le titre en primaire. Je ne l'ai jamais donné à Vas-y. personne. C'est vraiment simple, justement. Ça s'appelle Quelques jours avec moi. Tu sais, Mhm. puis c'est cette idée comme de la poésie naturaliste que pratique Patterson qui, moi, me fait triper. Je viens de t'en lire un, mais il y a toute cette idée sous-jacente-là dans le film aussi que c'est un hommage à William Carlos Ouais. Williams qui a vécu à Patterson. Puis lui, c'est un poète qui s'inspire dans le courant imagiste. C'est ça, je voulais dire, c'est que le film m'a amené à m'intéresser à ce courant poétique-là qui, même si moi, en tout cas, ben, je veux dire trop de choses en même temps. Okay. Ce courant poétique-là, c'est vraiment d'utiliser des expressions précises et directes pour ce qu'ils veulent, là, je ne sais pas si c'est possible, donner accès objectivement au réel. Dans le fond, ils Mhm. veulent dire la vérité. Puis ça, moi, je trouve ça super ambitieux parce que je suis journaliste de Ouais. formation, puis encore un peu, puis on prétend toujours à l'objectivité, puis je pourrais t'en parler longtemps de ce que j'en pense. Et en tant que poète à mes heures, je trouve ça intéressant parce que ça me semble une utopie Mhm. d'arriver à ça. Mais il y a une pureté formelle là-dedans que j'admire. Et je peux-tu lire un autre poème? Bien sûr, bien sûr. C'est de William Carlos Williams, Oui. justement, dans son cycle sur Patterson. Son plus connu, c'est This is just to say. C'est en anglais, là. Excusez Mhm. mon anglais. Là. Il dit, parce que ça montre comment Patterson s'inspire directement de ça. I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. C'est un des plus grands poètes américains, mais Ah c'est oui. vraiment cette idée de pouvoir émouvoir, de surprendre, mais avec une pureté formelle. Là, on est loin de l'onirisme de Suspiria, Oui. du Suspiria puis du De la violence de subconscient. Psycho aussi. Exact. Mais c'est ça, pour moi, le message de cette poésie-là et du film et Mhm. de tout ça, c'est soyons reconnaissants pour l'essentiel, ce Ouais. qui est l'amour de toutes sortes, pas juste romantique, l'inspiration, la création. Et elle est Mhm. partout, puis on peut se pencher, puis la ramasser. Ouais. Ça me fait triper. Ouais. Énormément, énormément. J'ai pas recopié le poème au complet, mais de William Carlos Williams, il y a une phrase qui explique aussi un peu Patterson que j'ai retenu, Ah bon, oui? évidemment, il a écrit, c'est un poète des années 20, donc à Moi, je ne l'ai l'époque pas où le mot, présenté, tu as raison. c'est ça, Oui. mais bon, à l'époque où le mot homme voulait dire l'ensemble des gens, L'humanité. mais Oui. l'humanité, mais sa phrase c'est chaque homme est une ville en lui-même. Puis là, tu as un personnage qui s'appelle Patterson, qui habite à Patterson, qui est chauffeur d'autobus, donc qui parcourt toute la ville à tous les jours par tous les moyens possibles et qui voit les citoyens. Je trouve que c'est Exact. une belle façon de mettre en image juste cette petite phrase-là. Chaque homme est une ville en lui-même. Oui, ben tout à fait. Tu Ouais. as tout à fait raison. Puis c'est sûr que c'est absolument pas. C'est clair que c'est ça l'intention. Mm. Et quelle réussite. Moi, je pense Ouais. que je le classe dans les chefs-d'œuvre. Oui, quand même. Oui, 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 vraiment. Ouais.
Là-dessus, on va faire une petite pause et au retour, les fanboys de Christopher Nolan nous aimeront Oh pas parce non! qu'on va remonter le temps dans l'idée d'empêcher le film Tenet et on va plonger dans la gueule des gros requins, des alligators et des dinosaures génétiquement modifiés. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osorus, John Vanas, Tout simplement Joe, Zachary Cyr Bellec ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Marie-Lise Hamelin, avec qui, en première partie, on a jasé des films Psycho, Suspiria et Patterson. Avant d'aller en pause, je l'ai dit, ton film détesté, c'est Tenet, mais tu m'as dit que c'était aussi le cinéma de Christopher Nolan, un peu at large. Ouais, c'est son œuvre entière que j'aime pas. C'est ça, mais allons-y avec Tenet, film de 2020, donc tout récent, Oui. qui met en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor Johnson, Michael Caine, Kenneth Branagh et, comme dans tous les bons films de Christopher Nolan, une seule femme. Dans ce cas-ci, c'est Elisabeth Je Debicki. suis contente que tu le dises. Ça me soulage, je peux pas toujours être celle qui dit ça. Non, mais c'est assez évident qu'il n'y a jamais de femme dans ces films, sauf une, parce que j'imagine que le studio, ils disent, ben là, il faudrait, là. Ouais. C'est quoi Tenet? C'est quoi ce film-là? Écoute, je suis tellement la personne, je vais complètement me caler parce que je suis allée juste parce que c'est ça qu'on pouvait aller voir au cinéma, là. Mais je savais que j'aime jamais ces films, que j'allais pas triper et je me suis endormie. Je l'ai pas vu au complet. Je l'ai pas vu au complet parce que je trouve ça tellement plate. Puis en plus, c'est drôle parce que j'ai écouté l'épisode de mon chum sur Tenet, là, au Voyeur de vue. Ben, mon chum, il y a Yannick Belzile et Alex Rose. Puis je me disais, OK, si des gars aussi aguerris sont pratiquement incapables de le décrire, c'est peut-être normal que j'ai rien compris. T'sais. Puis eux ne sont pas des haters de Nolan. De Christopher Nolan. C'est juste moi, là. Mais je trouve que, de ce que j'en ai vu, dans Tenet, c'était comme les autres films de Nolan, un film dépourvu, c'est ça que je ne pardonne pas. Je trouve que c'est des films dépourvus d'intelligence émotionnelle. Ouais. Je trouve que c'est des... On va faire mon rant, là. Je trouve que c'est des gadgets, c'est des films d'ingénieurs, dans le sens qu'ils sont cérébraux. Ils s'adressent vraiment au cerveau. Et moi, ça me coule comme sur le dos d'un canard. C'est pour ça que je m'endors, d'ailleurs. Je me suis endormie aussi sur... c'est lequel en 80... 80, qu'est-ce que je raconte? En 2010, 2011. Inception, oui. Ça m'emmerde. Et c'est ça, c'est que, justement, je trouve qu'il n'y a pas de poésie. Il n'y a pas de philosophie, c'est l'anti-Patterson. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de sensibilité, ou il n'y a même pas d'émotion positive ou négative. Là, comme avec Psycho, Suspiria, j'ai peur, j'éprouve de la terreur, mais au moins j'éprouve quelque chose. C'est fret. C'est vraiment... Quand je pense au film de Tenet, je vois de l'acier, du froid, la solitude, c'est comme le désert nucléaire. C'est le vide intersidéral de l'émotion humaine. Et moi, c'est tout comme en littérature, c'est pourquoi je regarde des films, c'est pour ça. C'est pour avoir accès à autrui, à la vie émotionnelle intérieure d'autrui, me mettre dans la peau, ressentir, c'est l'empathie, c'est éprouver des émotions. C'est ça pour moi, l'art. Sinon, c'est de la technique. Oui. Et Nolan, je trouve, il fait des films comme d'autres dessinent des plans d'avion ou de char. Je trouve ça
terrible. Je comprends. Oui, oui, oui. Puis, bon, j'ai enregistré un épisode justement avec Alex, ton chum, puis son film détesté, c'était Joker, puis je veux juste leur spécifier encore une fois. euh, les gens ont le droit d'aimer Christopher Nolan. C'est pas Ah, parce ben que... oui! Parce que, non, non, mais je sais que dès que... Je suis toute seule de ma gang, là. Je veux dire, C'est moi, ça, je suis c'est minoritaire. ça, mais dès qu'on évoque ça, D'ailleurs, je écrivez-nous sais pas que. pour dire que Ouais. vous aimez ça. Vous avez le droit, c'est correct. La plupart des gens aiment ça. Puis c'est pour ça que je me permets d'être aussi dure, parce que de toute façon, tu sais, ma voix est dissonante et minoritaire. Là. Hmm. Mais je le pense vraiment. Et c'est drôle parce que mon chum ne veut pas me dire c'est quoi les films qu'il a fait dans ton pod, mais il m'a quand même dit qu'il m'a nommé comme personne qui aime Joker. Oui. Et Mais c'est un fait, j'ai aimé ce oui, film. oui. Je suis dans la gang avec lui, des gens qui n'ont pas Ouais, apprécié ouais, Joker, je mais sais. Tenet, je l'ai commencé, puis au bout de 30 minutes, j'ai fait hey, ça marchera pas. Il y a tellement de Ah, pour trucs. vrai, 30. Mais c'est. OK, excuse. Ça Ouais, me non, rassure. Ça me ouais. rassure. Parce que j'ai vu ça, puis ça a fait. Les dialogues sont creux et c'est pas parce que tu étouffes les dialogues puis qu'on les entend pas puis que tu les camoufles avec des bruits par-dessus que ça en fait quelque chose d'intelligent. Oui, ça, C'est ça, 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 c'est ça encore rend là. pas ça intelligent. Pour moi, Non. c'est juste, c'est un aveu que tes dialogues sont pas assez bons, donc tu veux même pas que les gens les Hey, entendent. c'est terrible, hein? Il y a un moment où le personnage qui s'appelle le protagoniste, en plus, Oui! C'est- amène une reproduction de Goya à une experte en analyse de tableau. Puis elle commence à analyser le tableau, puis elle dit, ben là, il faudrait que je fasse des relevés d'ADN, il faudrait que je vois si, tu sais, les coups de pinceau, il faudrait que je le compare avec d'autres tableaux de Goya, puis tout ça. Puis le gars, il répond, ouais, mais qu'est-ce que ton cœur te dit? Puis il dit ça, et la fille réagit comme si je t'annonçais la plus grande révélation de tous les temps. Genre, je te donne la clé pour le sens de la vie, là. Elle réagit de même. J'ai fait, ça, c'est une experte, cette femme-là, là. Ouais. C'est une Mais non, experte en mais analyse de c'est tableau. lui qui a la C'est réponse. C'est le c'est dude, ça. voyons. Ce que son cœur, il dit, on s'en fout. C'est une experte. Donc Oh déjà my là, God. j'étais comme, bon, il y a quelque chose qui fait un peu mansplaining là-dedans. Un peu, juste un peu. Puis l'autre affaire dans laquelle j'ai pas embarqué, c'est quand il commence à expliquer comment fonctionne l'espèce de retour dans le temps de certains objets, puis que certains objets vont à l'envers, il demande comment ça marche, puis la réponse, c'est faut que tu y crois. Ouais. Puis moi, le faut que tu y crois, ben, on est dans un conte de fées, c'est correct. Ben oui, mais Euh, sauf que tout dans la forme du film contredit justement l'aspect. Tu sais, si tu veux faire un film, j'ai pas de problème avec ça, moi, de fantasy ou dans le merveilleux, mais je veux non, dire, non, c'est tout ça. ton visuel le contredit, puis là, tout à coup, qu'est-ce que c'est ça? En tout C'est cas, ça. je suis mauvaise foi, Mais là. tu sais, des fois, je demande, puis j'en demande pas gros, là. Dans Back to the Future, il y a ce qui s'appelle un convecteur temporel. Oui. C'est trois lignes qui forment une espèce ben, qui se joignent ensemble, qui font de la lumière. On peut voyager dans le temps avec ça. Parfait. Parfait. Ouais, Tu n'as pas ouais. besoin de m'en dire plus. Convecteur temporel. Mais la convention, ça peut pas être juste faut que tu y crois. Non, c'est ça, exactement. Quand tu fais de la Ouais. science-fiction, c'est ça. Ça peut pas être ça existe. Mais j'ai pas suivi. Est-ce que ça a été bien reçu? Les gens ont aimé ça ou pas, ce Ça a film en été. particulier? Ben je pense que c'est le film de Christopher Nolan qui a été le plus mal reçu OK. à ce Bon, jour. OK. Euh, c'est ça, c'était, tu sais, il s'empêtrait trop dans ses devices, dans ses gadgets, dans tu sais, tous les jouets qu'il a réussi à avoir pour faire son film. Ouais, puis te faire un scénario aussi complexe juste pour te dire, ah ah, je fais des scénarios complexes, à un moment donné, il est où le fun, là, tu sais? Ben, c'est ça, Pas l'idée. j'ai un réalisateur que je trouve génial qui s'appelle Pascal Plante avait un podcast à l'époque qui s'appelait Point de vue. Je pense que c'est quand ils ont parlé de Dunkirk ou d'un des derniers Batman là, que Christopher Nolan a fait. Il a sorti une phrase que je trouve qui résume bien. Puis là, c'est là que je pense qu'on va recevoir des tomates parce que je vais dire cette phrase-là. Christopher Nolan fait des films idiots pour un public qui aime se croire intelligent. Ouch. C'est très dur comme critique, mais c'est des scénarios de série B, souvent. C'est correct.
parce on va aller sur des films de série B bientôt, puis on peut les apprécier, puis ça peut être très le j'adore fun. le série B, bien sûr. Quand c'est nono, bien fait nono, C'est qui ne ça. prend pas au sérieux. Hein. Ben c'est ça. Puis, mais il y a ça aussi. Chez Nolan, il se prend tellement au sérieux, puis les situations sont intenses. C'est dramatique, mais comme tu as dit, pas dramatique émotionnel, mais Oui, c'est ça. il faut empêcher la Troisième Guerre mondiale. Ben non. Ah, mais tu vois, tu viens même de me déconstruire. Je pense que tu es encore plus cynique que moi, ou Moi, oui. ton ami, sur Nolan, parce que moi, je pensais quand même, mais je ne m'y connais pas tant que ça, donc je pensais que c'était quand même quelqu'un qui avait du talent sur le plan formel. Tu sais, moi, où je reprochais, c'était la froideur, mais si en plus, les scénarios sont vraiment débiles. Ben, les scénarios sont souvent assez bêtes, là, mais dans les dialogues, tu sais, l'idée de départ est intéressante. Je trouve à chaque fois l'idée de départ est super intéressante, mais c'est ça, c'est qu'il prend tellement ça au sérieux, puis il n'y a pas de place à l'humour, il n'y a pas de place au ridicule, il n'y a pas de Exact. place à... Ça, c'est dérangeant. Tu Oui, as tout à fait raison. c'est Ça ça. me pue. Oui, Ça me purge. c'est ça, oui. Quand tout devient trop sérieux, puis que toutes les lignes doivent être dites comme si c'était là, la phrase la plus Mais c'est ça. importante que tu vas prononcer dans ta vie. C'est tellement comme Calmez-vous. épique, super-héros, la guerre, les Ouais. hommes, les fusils, pow, je sais pas. Il y a quel âge, ce gars-là? Il doit avoir mon âge. Je suis sûre qu'il a vu le même film que moi dans les années Non, je pense 80. qu'il est dans la cinquantaine. Il doit être Ouais. ouais, fin quarantaine, début C'est comme un cinquantaine. petit Mais... gars. Hein? Il est Oui, chaud, en tout cas. oui, c'est ça. Oui, un petit peu. Un petit Il peu. manque, je sais pas, parce que c'est pas Jim Jarmusch, hein? Il n'y a pas l'humanité, la poésie, on va le dire comme ça. Je trouve ça super drôle comme phrase. Christopher Nolan, c'est pas Jim Jarmusch. Non. Et non. C'est un fait. C'est un fait. On va conclure avec. Ben, c'est Oui. pas un film, mais c'est un genre qui est justement C'est un état d'esprit. un état d'esprit Faut que qui tu y est. crois. Oui, Laura, oui, oui. Là, ça faut... Mais bon, la convention est là, puis il y a toujours un peu Oui. d'humour Exact. pour assumer puis lubrifier le ridicule, mais c'est. Tu m'as dit que c'était les films de requins, d'alligators, de dinosaures, Oui. de Meg, Crawl, Jurassic Des World. souvenirs merveilleux pour moi. Tous ces gros films-là. Puis ton plaisir coupable, c'est d'aller au cinéma seul pour voir ces films-là. Ben, il n'y a personne qui veut venir avec moi, anyway. Donc, comme dans le temps que c'était encore possible, j'allais avec mon gros popcorn, là, puis c'est tellement fait pour ça. Je sais pas, ça doit être mon cœur d'enfant qui... J'ai vu Jurassic Park au cinéma quand j'étais petite. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Je suis trop vieille pour avoir vu Jaws, mais au cinéma. Mais j'adore ça. Moi, j'étais excitée quand ils ont annoncé le mec. Je suis allée, puis je n'ai pas été déçue. Je sais que personne n'a aimé ça, mais il y a tellement des jump scares. Moi, je suis fan. Moi, les jump scares, j'aime ça. Puis, je suis aussi, je t'annonce ça, je suis une scream queen. OK. Je ne fais pas exprès. Là. J'ai un tempérament très nerveux. Je fais beaucoup de sauts dans la vie, ça ne prend pas grand-chose. Ah! Puis au cinéma, je te lâche des cris de mort. Puis je pense comment à un mec, je m'en rappelle, parce que des fois, je me mets en arrière pour essayer de moins déranger. Et toute la rangée devant moi, quand j'ai steppé, quand il arrive, le mec, puis dans la vitrine, parce que c'est un bout super épeurant. Puis, je te jure, il y a du monde. J'ai vu le popcorn envoler. J'ai steppé la rangée avant moi. Je suis pas du monde. Mais, puis, Jurassic World, moi, j'ai aucun esprit critique. Là. Je sais là, que c'est supposé d'être pourri, surtout le 2, mais j'attends le 3 avec impatience. J'aime ça, là, ça me met en joie. Puis il y a le plaisir de l'anticipation. Comme là, j'ai vu, là, je pense que je vais me lancer dans les Godzilla, puis Godzilla Kong, puis je vais y aller voir ça. Là. C'est pour moi. C'est pour moi le plaisir de l'attendre, le plaisir d'y aller, puis de le revivre après, parce que ça me fait bien rire de faire sauter, malgré moi, tout le monde. Je te lâche des cris de mort, il devrait... Ça serait quasiment utile, ça. Je me demande ce que ça donne au sonomètre, en tout cas. C'est vraiment, là. Je pense qu'il y a une forme de purge, parce que comme je suis un tempérament hyper nerveux, puis je fais beaucoup de sauts dans la vie, je pense que j'ai beaucoup de tension qui s'accumule dans moi, puis d'aller là-bas, puis de crier, je pense que ça fait sortir la steam. C'est bon pour moi. Je suis pas mal convaincue de ça. C'est génial. Oui. C'est très drôle.
En as-tu quelques-uns à recommander, autant des anciens que des plus récents? On a parlé de Ah, Meg, on a parlé des Jurassic World. ouais. Les alligators aussi, là, ça, j'aime ça. Ouais, ça, c'est Les moins vieux... commun, mais... Ben, Crawling, il s'appelait, là, celui Crawl, qui est ouais. ça? Crawl. Puis avec, ben, mon chum, il veut me faire plaisir. Fait qu'on en regarde souvent des vieux... comment il s'appelait, le film d'alligator? 1980. Ça se passe dans les égouts à New York. Je retrouve. Tremors, c'est ça? Ah, ça, j'aime ça aussi. Mais non, plus vieux que ça. Ah, il faudrait que je me souviens pas le titre, mais en tout cas, c'est un film de... Je me demande si c'est pas Alligator. Puis en tout cas, on regarde tous les films de requins, là, le plus série B. L'été passé, on s'est tapé les Sharknado. Ah oui. J'étais tellement heureuse. Tu sais, l'été, tu regardes ça, puis là, on commandait de la pizza hawaïenne. J'aime beaucoup la pizza hawaïenne. Ça me vaut beaucoup de haine. Puis là, tu sais, tu prends de l'orange croche. Puis là, tu regardes cette série-là, puis à un moment donné, ils s'en vont dans l'espace avec les requins. Ça me rend tellement heureuse. Puis toutes les séries de films, comme ça, une autre affaire controversée, j'aime beaucoup regarder les James Bond. C'est terrible, c'est macho. Encore mais... une contradiction, ouais, c'est ça, ouais, je avec suis le bourrée de féminisme. contradictions. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me met dans une... Ça me met dans le... Il y a quelque chose dans mon cerveau, tout ce qui est série B, monstre, kitsch, quétaine. Moi, j'étais tellement triste, par exemple, tout ce qui est patrimoine kitsch, la bouffe tiki. Quand le jardin tiki a fermé, j'ai fait un dossier dans la presse parce que c'est toutes ces choses-là. Je n'ai jamais vraiment réussi à faire la carte de ce qui me plaît là-dedans. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est un continuum. Tu sais, de l'orangeade, la pizza hawaïenne, au film de requin, au restaurant tiki. Oui, tout ça est relié. Dans ma tête, c'est relié, là, puis c'est des choses qui me procurent beaucoup, beaucoup de joie. Oui, mais je te comprends parce que je suis allé voir, bon, c'est le film de requin ultime, mais je suis allé voir Jaws au cinéma l'été dernier. Oui, je l'ai raté, moi, je trouvais ça tellement super. Voir Jaws en pandémie, ouais. de voir ça en été, c'est le film d'été. C'est clair, c'est tellement c'est le film qui traduit le mieux c'est quoi l'été. Vraiment, là. Des plages pleines. Puis de voir ça en pandémie, c'est tellement surréaliste parce que c'est des gens qui sont pris avec entre guillemets, un virus qui est un requin. Une gestion de crise. Une gestion de crise et des personnes en situation d'autorité qui disent non, c'est pas grave. Non, on continue, on avance. Puis l'économie, c'est plus important. Puis. OK. T'as-tu bad-trippé? J'ai bad-trippé, je comprenais pas. C'est exactement ça qu'on vit, mais à une plus petite échelle. Mais en même temps, j'étais tellement content de juste être au cinéma puis de juste voir des gens sur une plage, des gens qui se baignent. Puis le requin sur le grand écran, ça tient la route ou quoi? C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, hein? Oui, puis il faut l'accepter qui est daté, ce requin-là. Oui. Mais il reste que quand il sort de l'eau pendant que tu as Roy Schneider, je me souviens plus trop le nom du comédien principal, là, qui lance de la bouffe, qui lance du poisson mort à l'eau. Puis tu as le requin qui sort, c'est impressionnant. Ah ouais, hein? Quand il y a un trou dans la coque du bateau, puis tu as la tête d'un gars mort qui sort de ce trou-là. Oui. Il y a un jump scare à chaque fois qui est satisfaisant. Ça marche. Ça marche. S'ils le remettent, je vais y aller. Oui, il faut le voir. Je te disais que je suis allée au cinéma, j'avais des billets pour aller au cinéma hier. Oui. J'ai choqué. Ah non. Parce que j'ai peur. Tu sais, parce qu'ils nous disent que le variant, il saute sur le monde, puis tout ça. Là. Mais là, tu sais, s'ils remettent Jazz, là, je vais faire une femme de moi. Oui. Je vais y aller. Je vais y aller. Ou quelconque film de monstre aquatique de préférence. Bien sûr, oui. Puis je te souhaite d'aller voir Kong versus Godzilla quand il va sortir. Je te souhaite d'avoir tout le plaisir du monde à regarder ces deux grosses bébites-là se taper sa gueule. C'est fin. Puis peut-être qu'il y aura du popcorn, sûrement pas. On verra, rendu là. Là-dessus, si on veut te suivre, si on veut te lire, si on veut entendre ce que tu fais, on va où? On achète quoi? On lit quoi? Ouais, je pense que la meilleure façon, c'est ma page Facebook qui porte mon nom. Marie-Lise
Je l'épelle parce que c'est Marilylse en un mot. Là. Sinon, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, puis les livres vont sortir cet automne. Donc là, c'est sûr, je suis en processus d'écriture, fait que ça a l'air tranquille, mais c'est tout le contraire. Là. C'est beaucoup de travail, je suis là-dedans. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Marie-Lise Hamelin, on a jasé de film.